C'est avec un grand plaisir que je vous présente donc Alain Juppé, qui a eu la gentillesse d'accepter notre invitation au niveau de la CNURPS pour clôturer ces 3 jours de travaux intenses au niveau de la Baule. Je le remercie, c'est un grand honneur pour nous, c'est un grand honneur d'avoir quelqu'un qui a l'expérience. Initialement, nous avions souhaité avoir une personnalité qui ait l'expérience des maires, l'expérience du terrain, et en votre personne, nous avons à la fois l'expérience du terrain et l'expérience du national. C'est exactement ce que nous souhaitions, et je vous remercie, nous vous remercions au nom de la CNURPS d'avoir accepté cette invitation. Donc, je vous invite à passer au micro et à enchaîner sur votre présentation. Merci. Messieurs les présidents, mesdames, messieurs, chers amis, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, et ce n'est pas simplement une formule, pour la clôture de vos rencontres de la Baule, consacrée cette année aux évolutions de votre métier à l'horizon de 2025. Un grand bravo d'abord à la Conférence nationale des unions régionales des professionnels de santé, médecins libéraux, qui portent ces rencontres, ainsi qu'à l'URPS des Pays de la Loire, qui a été à l'origine de leur création. Je voudrais remercier tout particulièrement le docteur Philippe Boutin, président de la Conférence nationale, et le docteur Jean-Baptiste Caillard, président de l'URPS des Pays de Loire, pour leur invitation. Merci enfin à vous toutes et à vous tous pour votre engagement au service de la santé des Français et de la médecine libérale, pour le rôle irremplaçable que jouent les professionnels libéraux de santé. L'histoire de mes relations avec vous, médecins libéraux, n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Et c'est un doux euphémisme. Je voudrais saisir l'occasion de la conclusion de vos travaux, avant de vous parler de l'avenir, pour vous dire les leçons que j'ai tirées de la réforme de l'assurance maladie que j'ai faite en 1995 et de l'accueil, pour le moins contrasté, que vous lui avez réservé. Je voudrais rappeler que la France sortait en 1995 de 2 années d'une sévère récession. Je venais d'être nommé Premier ministre et les alertes sonnaient de tous côtés dans mon bureau. Nos comptes sociaux explosaient sous l'effet de la crise. Le régime général enregistrait un déficit de 60 milliards de francs, dont 30 résultaient du déséquilibre de l'assurance maladie. Et au total, sur la période 92-96, c'était une dette cumulée de 250 milliards de francs, 51 milliards d'euros aujourd'hui. Ces déficits étaient un premier signal de la fragilisation durable de notre modèle social et je ne pouvais pas accepter qu'une banalisation des déficits abyssaux ne s'installe et conduise lentement mais sûrement à une obsolescence progressive de notre système de protection sociale. Dans l'urgence, et je vous rappelle que l'enjeu, c'était l'entrée de la France dans l'euro en 1998, 1er janvier, j'ai pris des mesures conjoncturelles fortes, pour ne pas dire très fortes, en augmentant, c'est vrai, les prélèvements obligatoires. J'ai voulu rétablir l'équilibre des comptes dès l'année 1997. C'est contre ces mesures que vous vous êtes élevé vigoureusement à l'époque. Vous rejetiez une vision que vous estimiez comptable de la maîtrise des dépenses de santé. Avec le recul, j'éprouve un regret. Le regret que nous ne nous soyons pas compris. Un malentendu s'est installé entre nous et il explique, je crois, nos relations parfois compliquées et j'ai bien conscience d'en porter une lourde part de responsabilité. Je n'ai pas su à l'époque vous dire mon attachement profond à la médecine libérale, aux valeurs qu'elle défend et au rôle social qu'elle remplit. Je n'ai pas su davantage vous convaincre que la réforme que je portais était la première étape d'une refondation de l'assurance maladie en France. Je n'ai pas su vous convaincre qu'au-delà de l'équilibre financier, qui n'est pas la fin de tout, je souhaitais assurer la pérennité de la sécurité sociale en nous dotant de nouveaux outils de pilotage,
en préservant la qualité des soins et en pérennisant l'organisation libérale de la médecine. Et je vous le dis aujourd'hui très sereinement, oui, il y a eu des erreurs dans la conduite de cette réforme. En particulier, l'idée d'un remboursement par les médecins en raison d'un dépassement collectif des dépenses ne pouvait que créer un sentiment d'incompréhension et d'injustice chez vous. Et j'en prends acte. Mais cette réforme, qui, je le rappelle, a été mise en œuvre, a également engendré des effets positifs qui ont renforcé la sécurité sociale. Elle a par exemple créé les lois de financement de la sécurité sociale, c'est-à-dire un grand rendez-vous annuel où on aborde en toute clarté les questions de santé, avec l'objectif national des dépenses d'assurance maladie. Elle a préfiguré aussi avec les agences régionales de l'hospitalisation ce que sont devenus aujourd'hui les ARS et beaucoup d'autres éléments de réforme. Nous ne nous sommes pas compris parce que je ne vous ai pas suffisamment parlé et parce que je ne vous ai pas suffisamment écouté. Je ne recommencerai pas. Depuis un an, je me suis engagé dans un tour de France de longue haleine. Je prends mon temps, je reste le plus souvent 2 jours dans chacun de mes déplacements, je prends le temps d'écouter mes compatriotes sur le terrain. Et je veux que le projet politique que je présenterai aux Français en 2017 soit le produit de ces rencontres et non pas simplement de mon jus de crâne ou de celui de quelques experts. Je veux que ce projet se nourrisse de nombreuses discussions que j'ai commencé à tisser sur l'ensemble du territoire, avec des chefs d'entreprise, des enseignants, des chômeurs, des jeunes, des seniors, des médecins, je vous dirai tout à l'heure, la consultation que je viens de lancer à votre intention sur mon site. Je ne suis donc pas venu aujourd'hui pour vous asséner mes vérités, mais pour partager avec vous les convictions qui m'animent, qui se sont renforcées au contact de vos confrères partout en France, et surtout ouvrir avec vous, ou poursuivre, parce qu'il existe déjà un dialogue qui devra nous conduire, le moment venu, à un vrai programme de gouvernement. Vous avez réfléchi au cours de ces rencontres de la Baule à l'avenir de vos métiers à l'horizon 2025. Je réfléchis de mon côté avec mes équipes à l'avenir de l'assurance maladie et de la sécurité sociale au regard de 2 principes cardinaux. En premier lieu, j'ai la conviction que la pertinence des soins est le meilleur moyen, à vrai dire le seul, d'améliorer la santé au meilleur coût. Pertinence des organisations, et en particulier du parcours de soins, pertinence des choix diagnostiques et thérapeutiques, pertinence de la formation, préparant et adaptant les professionnels de santé aux évolutions techniques, organisationnelles, humaines, propres à leurs différents métiers. C'est pourquoi je suis persuadé que la médecine libérale constitue un atout majeur pour la société française. C'est d'ailleurs, notez-le au passage, le seul exemple dans lequel l'emploi du mot « libéral » suscite spontanément l'adhésion des Français. En général, il n'a pas bonne réputation, sauf dans ce cas précis. L'exercice de la médecine libérale est le mode de prise en charge le plus efficient. C'est celui qui, malgré les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui, apporte les meilleures garanties à la fois de proximité, d'excellence des soins pour tous et partout sur le territoire. C'est pourquoi il faut donner envie aux jeunes médecins de s'installer en libéral et faire en sorte que l'exercice libéral demeure le pilier des soins primaires. Je le crois très sincèrement, la médecine libérale est un bien précieux pour notre pays, parce qu'elle véhicule des valeurs fortes, auxquelles je crois, généralement, liberté de choix du médecin par le malade, liberté de prescription du médecin, et parce qu'elle repose sur des choix de responsabilité. Les étrangers ne s'y trompent pas d'ailleurs. Notre système de soins et notre médecine ont une réputation d'excellence dans le monde. Je le voyais encore la semaine dernière en discutant avec le Premier ministre du Québec, médecin, ancien ministre de la Santé, venu en France récemment, et qui s'intéresse très fortement à notre système de santé. Vous êtes formé dans les meilleures écoles, vous êtes porteur d'une éthique exigeante et fort d'un grand savoir et d'un grand savoir-faire. En France, les professionnels de santé ont toujours su intégrer sans délai les progrès des techniques médicales et de la recherche biomédicale et donner des soins de grande qualité aux patients, qui ont de vous, vous le savez, une opinion très positive. Ça fait rêver les hommes politiques. En second lieu, je suis convaincu que nous vivons dans un monde, c'est une évidence, dans lequel toute organisation,
et celles du système de soins doivent s'adapter pour durer. La croissance semble durablement enrayée et les évolutions démographiques, sociales et sanitaires modifient la demande de soins. Avec le vieillissement, les polypathologies et les affections chroniques progressent. La contrainte financière qui pèse sur notre système est plus lourde que jamais. Faut-il pour autant renoncer aux spécificités qui sont les forces de notre système français? Je ne le pense pas. Je crois que ce dernier doit davantage tenir compte, néanmoins, des impératifs de bonne gestion. Le défi est immense, car notre système est fragile. Il est confronté à de forts vents contraires. Vous connaissez en effet ses principales caractéristiques, une grande liberté pour le patient d'une part, qui peut choisir son médecin et en changer autant de fois qu'il le veut, et aussi un financement principalement collectif qui peut favoriser la surconsommation de soins. Ces deux logiques sont aujourd'hui à l'œuvre simultanément, au détriment souvent de l'avenir de la sécurité sociale. Comment réagir? D'un côté, certains veulent aller jusqu'au bout de l'étatisation du système et sacrifier la médecine libérale. Et c'est la logique intrinsèque de la généralisation du tiers payant que l'actuel gouvernement soutient de toutes ses forces et que vous avez eu raison de combattre. Je refuse que vous soyez les victimes d'une expérimentation hasardeuse qui ne peut qu'aggraver vos charges de gestion administrative et remettre en cause votre indépendance. Vous avez également un avant-goût de cette étatisation avec la multiplication et l'instabilité des normes qui sont autant d'oukases imposées, je ne veux pas faire de polémique politique, mais par une ministre dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle ne vous écoute pas. Peut-être pas plus que je ne vous avais écouté en d'autres temps. Vous voyez que je suis humble. De l'autre côté, certains entretiennent la petite musique de la privatisation et sont prêts à abandonner le principe de solidarité qui est pourtant une composante essentielle de notre cohésion sociale et de notre modèle social. Ne nous y trompons pas, c'est une autre manière de tuer la médecine libérale, telle qu'on la pratique en France, puisqu'il ne s'agirait ni plus ni moins que de favoriser l'émergence d'une médecine à deux vitesses. Aucune de ces deux hypothèses, étatisation, privatisation, ne me convient. Elles ne correspondent pas à l'idée que je me fais de l'organisation des soins dans notre pays. Toutefois, si nous n'engageons pas les réformes nécessaires, je redoute que notre attentisme, notre indécision, la succession des déficits ne nous imposent, contre notre volonté, l'une ou l'autre de ces options. Je voudrais construire avec vous un nouvel équilibre qui garantisse la pérennité de notre système. Le chemin que je vous propose, j'en ai bien conscience, est plus difficile, plus exigeant, car il nous impose à tous de faire des efforts. Quel avenir est-il possible d'imaginer pour votre profession? C'est une belle question. Le constat est bien connu. Les médecins font des études difficiles et longues, exercent un métier dont la vocation reste profondément le moteur. Et pourtant, je perçois la désillusion des anciens, le désarroi face à l'avenir qui est tracé pour les jeunes générations. Un numerus clausus exigeant, son contournement par le recours à de très nombreux médecins étrangers, l'appréhension face à l'installation, la peur pour beaucoup d'un exercice isolé de la pratique, l'impression d'une perte de considération, encore que là vous êtes parfois un peu pessimiste, je l'ai dit, votre image dans l'opinion reste extrêmement positive, et en revanche, assurément, les tracasseries administratives de toutes sortes. Aujourd'hui, les jeunes médecins semblent redouter l'exercice libéral de la médecine. Une chose est certaine, ils ne l'exerceront pas comme les générations qui les ont précédés. Ils veulent inventer une nouvelle manière d'exercer leur métier. Mais le salariat et la bureaucratie encouragée à l'heure actuelle ne constituent pas une option acceptable. Cela ne signifie pas, évidemment, que l'exercice de la médecine libérale doive rester immuable. Nombreux sont parmi les plus jeunes qui en apportent la démonstration par leur adhésion à des formules de rémunération variées, en particulier dans des structures pluridisciplinaires. Mais je préfère pour ma part toujours faire le choix de conforter la médecine libérale en imaginant des incitations et des soutiens ciblés plutôt que de la contraindre. Les défis sont colossaux. Médecine personnalisée et prédictive, qui pose, je le sais, des questions éthiques difficiles. Nouvelles relations avec les patients, qui ont accès à une multitude d'informations, des plus précises aux plus contestables. Ce n'est pas le monopole de la médecine.
J'ai fait un bouquin sur l'éducation il n'y a pas longtemps, et les profs sont confrontés à la même situation, où les parents leur font le cours qu'ils devraient faire à leur place. Comme chez vous, on vous explique quelles sont les prescriptions qu'on a trouvées sur Internet et que vous devriez suivre. Arrivée de traitements innovants et très coûteux qui posent de redoutables problèmes aux finances publiques, l'e-santé, avec ses applications et ses objets connectés, qui constituent une formidable perspective pour la prévention et le suivi des patients, ainsi qu'un réservoir de croissance économique. L'open data ouvrira de nouveaux horizons, tout en soulevant la question épineuse de la protection des données personnelles. Ces défis ne pourront pas être relevés sans un étroit travail entre les professionnels de santé et les pouvoirs publics. Je sais que les responsables publics vous ont souvent déçus. Je reste pour ma part attaché à la tradition conventionnelle qui prévaut en France. Il faudra relancer la négociation conventionnelle au niveau national pour l'ensemble des médecins libéraux. Il conviendra également de tenir compte de la diversité de vos modes d'exercice et de celle des prises en charge. Il nous faudra trouver les moyens, dans un contexte budgétaire et financier que j'ai déjà évoqué, de revaloriser l'acte médical en tant que prestation intellectuelle. Maintenir la consultation à son tarif actuel donne un signal négatif à toute notre société. Comment faire valoir l'apport essentiel d'un niveau élevé de formation et d'utilité sociale sans une meilleure valorisation de l'acte médical? La révision de la nomenclature devra également être remise en chantier. Certains actes bénéficient d'une nomenclature correcte, quand d'autres n'ont pas évolué depuis des décennies. Il faut actualiser plus vite et mieux la nomenclature, en appréciant la juste place du progrès médical, en trouvant le bon équilibre entre les valorisations des actes intellectuels et techniques, en tenant compte des nouvelles données techniques comme de leur diffusion, ainsi que du coût des pratiques médicales, sans oublier le coût des investissements. Pour cela, il faudra dégager des marges de manœuvre nouvelles, une meilleure organisation de notre système de soins et le levier le plus efficace pour y parvenir. Les gains d'efficacité qui seront dégagés devront être partagés entre les patients, les professionnels de santé, les finances publiques. Le parti pris gouvernemental contre l'hospitalisation privée, qui est systématiquement pénalisé depuis 2012, nuit à l'équilibre général du système, alors que le secteur public doit encore gérer de fortes surcapacités hospitalières. Même si elle doit être relativisée, et je sais que l'expression vous choque parfois, nous devrons aussi résoudre, par la discussion et la négociation, la question des déserts médicaux, qui ne sont pas acceptables dans un pays comme le nôtre, compte tenu de son niveau de dépenses et de son maillage territorial. Ces déserts sont devenus l'une des principales préoccupations de nos concitoyens. Il nous faudra trouver des solutions pour améliorer l'accès aux soins pour tous, sur tout le territoire, ce qui implique, j'en suis bien convaincu, une politique globale d'aménagement du territoire. Le médecin me disait récemment, s'il y a des déserts médicaux, c'est parce qu'il y a des déserts. Donc attaquons-nous au désarroi de l'espace rural qui se manifeste dans beaucoup de régions en France si nous voulons redynamiser ces espaces qui ont des atouts considérables. J'ai bien conscience que les patients sont eux-mêmes une clé de la maîtrise des dépenses de santé. Il faudra savoir comment mieux les éduquer, les responsabiliser en développant des programmes modernes de santé publique qui fassent évoluer les comportements en écartant d'abord le tiers payant généralisé, comme je l'ai dit tout à l'heure. La médecine libérale s'inscrit évidemment dans un paysage plus large. Beaucoup a été dit depuis 20 ans sur la coordination au sein de notre système de soins et sur le rôle de chef d'orchestre que devrait jouer le médecin généraliste. Qu'avons-nous vraiment fait? Il est temps de passer à l'acte. Notre système de soins souffre encore d'un cloisonnement réel entre l'hôpital et la médecine de ville, entre les soins médicaux et la prise en charge médico-sociale, entre approche préventive et soins curatifs, avec Nicolas Brugère et au conseil de surveillance du CHU de Bordeaux, qui est un très beau et très bon CHU. Nous essayons de créer des liens, d'ouvrir des passerelles entre médecine de ville et hôpital. C'est un travail qui reste encore largement devant nous. Alors que les technologies facilitent désormais des échanges d'informations entre professionnels de santé, nous devons faire mieux dans ce domaine. Nous payons chaque jour le déficit de coordination qui contribue à l'engorgement des urgences, à l'insuffisante prévention des pathologies ou de leur rechute, aux hospitalisations à répétition, en particulier pour les personnes âgées ou très âgées. Une meilleure coordination peut se révéler plus satisfaisante pour les professionnels, fructueuse pour le patient, plus économe des deniers publics. Par exemple,
La réduction des durées d'hospitalisation, déjà bien engagée, par le développement de la médecine et de la chirurgie ambulatoire et le développement des soins à domicile sont des évolutions à poursuivre et à amplifier. Je vous parlais du Québec tout à l'heure, je posais la question à Philippe Couillard sur la part de la médecine, de la chirurgie ambulatoire dans les hôpitaux du Québec, 70%. Au CHU de Bordeaux, on est à moins de 30%. En moyenne, vous m'avez dit tout à l'heure, 40%, donc vous voyez que nous avons encore des marges de progression. Nous pourrions également réfléchir ensemble à d'éventuelles délégations. Il faut une meilleure organisation des parcours de soins pour toujours garantir la sécurité et le bien-être des patients. La prise en charge extra-hospitalière des patients, si on développe l'ambulatoire, ne s'improvise pas. Elle doit aussi se faire en lien avec le secteur médico-social. Nous pourrions également réfléchir ensemble à d'éventuelles délégations de tâches des médecins à des professionnels paramédicaux. Examiner cette hypothèse ne me choque pas par principe si cela est destiné à améliorer la qualité et la disponibilité des prises en charge, si tous les impacts sont pris en compte, notamment en ce qui concerne les responsabilités professionnelles, et si cela se fait avec toutes les garanties nécessaires. Il s'agit là d'une question délicate. Je suis prêt à en parler avec vous et c'est uniquement sur des critères scientifiques qu'il faudra décider ensemble. Pour conclure, je voudrais insister sur un mot essentiel qui est le mot de confiance. J'ai bien appris qu'il n'était pas possible de gouverner sans un climat de confiance. Je vous ai présenté les orientations générales qui sont les miennes, je les confronte, je les confirme, je les amende chaque jour, à la lumière du dialogue que j'ai engagé avec les Français. Ce dialogue, je veux le poursuivre avec vous, aujourd'hui évidemment, et demain. Je viens de lancer aujourd'hui même une consultation sur mon site internet, dont je vous donne l'adresse. Ce n'est pas la même que celle qui est là-dessus, d'ailleurs. C'est AGIS pour la France, AGIS pour la France, tout attaché, .fr. Donc, allez-y, réagissez. Envoyez-moi vos témoignages, vos propositions, celles de vos confrères professionnels de santé. Je consulterai aussi les patients. Je vous invite à participer à cette consultation. Je l'ai fait pour préparer mon ouvrage sur l'éducation. C'était très fructueux. J'ai reçu plus de 2 milliers de contributions, certaines de quelques lignes, d'autres de plusieurs pages. Et j'en ai fait 2 chapitres de mon livre. Paroles de prof, paroles de parents. Eh bien, si je fais un livre sur la santé, il faudrait qu'il y ait des paroles de médecins et des paroles de patients. Je suis heureux d'avoir pu m'exprimer devant vous en toute sincérité, je crois que vous l'avez perçu, car je sais que nous partageons le même attachement à la santé des Français et à l'avenir de l'assurance maladie, qui est la colonne vertébrale de notre modèle français. Je vous dis ce que je souhaite dire à tous les Français, faisons-nous confiance pour réussir le sursaut de la France. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Lajuppé. Avant de donner la parole à la salle, il y a 2 questions qui seront posées tout à l'heure. Il y en a une qui me vient à l'esprit. La santé, les Français la placent en tête de liste de leurs préoccupations et elle est étonnamment absente du débat politique pour 2017. Est-ce un hasard? Est-ce une volonté? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous rassure, elle sera présente. Le débat politique pour 2017 ne fait que commencer. Et donc nous avons devant nous de longs mois pour aborder tous ces sujets et je ne doute pas que cela sera un des enjeux essentiels de cette élection. Vous avez l'impression qu'elle est moins présente dans l'actualité que d'autres sujets. Moi, j'y vois une petite explication qui vous apparaîtra peut-être courte, c'est que les Français sont relativement satisfaits de leur système de soins. Ils portent sur leurs médecins un jugement positif. Ils ont pour vous de la considération, c'est pas moi qui le dis, ce sont les sondages qui l'expriment très clairement, et ils ont le sentiment que notre système leur garantit des soins de qualité. Donc c'est peut-être pour cela que le sujet est moins prégnant et moins actuel que le chômage, où là le degré d'insatisfaction est maximum, ou que d'autres sujets d'actualité comme celui de la crise d'une ampleur exceptionnelle à laquelle nous sommes confrontés. Je veux parler du flux de réfugiés qui arrivent en Europe. Donc il y a normalement une espèce de hiérarchie d'inquiétude, de préoccupation dans l'esprit des Français. Mais cela reste, vous l'avez dit vous-même, leur préoccupation numéro 1.
Quand vous demandez autour de vous à quoi pensent les gens en premier lieu, c'est à leur santé, naturellement, c'est humain et naturel. Les défis ne sont pas minces, j'en ai évoqué quelques-uns, ils ne sont pas simplement financiers, et donc je suis absolument convaincu que ce sujet sera à l'ordre du jour. Moi-même, je le traiterai. D'ailleurs, si je lance aujourd'hui une consultation, c'est bien pour, le moment venu, faire des propositions et m'exprimer au-delà même des grandes orientations que j'ai données aujourd'hui. Voilà mon explication à ce qui vous paraît un désintérêt superficiel pour les questions de santé. Monsieur Juppé, Monsieur le ministre, Dr Guérin, la présidente de l'Union régionale des médecins libéraux d'Aquitaine. Ah, belle région. Et très investie dans le Père, pas centrée sur, voilà, sur le territoire de Bordeaux. Dont Nicolas Brugère me parle matin, midi et soir. Hein, il a raison, monsieur, c'est important. Ce que vous dites, je crois qu'on a aimé ce que vous venez de dire tous. On a aimé. On a été, nous les médecins libéraux, très malmenés depuis ces dernières années. Et je n'évoque pas 1994, vous l'avez dit. Non, j'évoque les dernières années, là, hein, voilà, par les différents politiques au pouvoir. Alors, les professionnels de santé ont perdu confiance dans ce qu'on leur dit, dans ce qu'on leur promet. Est-ce que vous avez une recette? Est-ce que vous avez quelque chose pour qu'on ait à nouveau confiance dans une politique de santé comme vous l'exprimez aujourd'hui, monsieur? On ne fait rien sans confiance, dans aucun domaine. Quand on parle de croissance et d'économie, même les économistes reconnaissent qu'au-delà de tous les sujets techniques qu'ils manient, le ressort essentiel de la croissance, c'est la confiance. Et c'est vrai dans tous les domaines, y compris dans celui que nous évoquons aujourd'hui. Le hic, c'est que la confiance, ça ne se décrète pas. On ne fait pas un projet de loi pour établir la confiance. La confiance, ça se crée. C'est une sorte d'alchimie, réciproque d'ailleurs. On se fait confiance les uns aux autres. C'est pour ça que je terminais mon propos en disant « faisons-nous confiance ». Comment contribuer à la créer? Comment faire en sorte que cette alchimie fonctionne? C'est compliqué. D'abord, je pense qu'il faut dire la vérité, annoncer clairement la couleur, dire ce que l'on va faire et pas faire le contraire. Alors, est-ce qu'en 1995, j'ai suivi cette règle? À vrai dire, je n'avais rien annoncé en 1995. Je n'étais pas président de la République, d'ailleurs, on le rappelle. Donc j'ai réagi à une situation avec des mesures qui vous ont prises par surprise. Mais enfin, n'y revenons pas, j'en ai déjà parlé. Aujourd'hui, on assiste, pardon de faire un petit peu de politique, mais enfin, au comble de la rupture de confiance. Si ça ne va pas aujourd'hui en France, c'est parce que la confiance dans l'exécutif a complètement disparu. Vous avez vu que le président de la République vient de découvrir, après en avoir fait un de ses chevaux de bataille dans sa campagne de 2012, que la TVA compétitivité, après tout, c'était pas si bête. Comment voulez-vous que les Français s'y retrouvent, avec ces changements de cap, ces contradictions permanentes? Donc moi, ce que je ferai, c'est annoncer clairement la couleur, non pas 110 propositions, mais une vingtaine ou une quinzaine de grands programmes de réforme, parmi lesquels figureront la santé, naturellement, et je m'engagerai en disant exactement ce que je veux faire, même si je prends des risques électoraux. Alors je dirais, dans un domaine qui n'est pas celui de la santé, que voilà, si on veut rétablir l'équilibre de nos comptes sociaux, il faudra porter l'âge légal de la retraite au moins à 65 ans. Et je le dirai. Et les Français me feront confiance ou pas. Mais sans cela, on ne pourra pas faire les réformes qui sont indispensables. Donc dire la vérité, et puis convaincre aussi, hein, parler, écouter, concerter avec les Français. Les Français ne sont pas bloqués, comme on le dit parfois. La société française n'est pas bloquée. Deux éléments qui ne sont pas dans le domaine de la santé qui m'ont frappé dans les jours qui viennent de s'écouler. Un sondage vient de sortir, 77 Français sur 10 considèrent que les 35 heures, c'est fini et qu'il faut redonner de la liberté de négociation aux entreprises. Hein, qui l'aurait cru? Enfin, l'idée généralement admise, c'était que c'était bloqué. Ben non, c'est pas bloqué. Autre exemple qui m'a frappé, le secrétaire général de la CFDT vient de dire récemment que le code du travail français était illisible. Alors, rendons-le lisible. Donc, on va s'y attaquer. Donc, vous voyez que les mentalités évoluent pour peu qu'on explique aux gens. Moi, je fais confiance au bon sens des Français. Je crois qu'ils ont du bon sens. Ils s'emballent, ici ou là, bien entendu. Ils se laissent parfois convaincre par des positions extrêmes ou excessives qui ne tiennent pas la route quand on gratte un peu. Mais si on a un vrai dialogue avec eux, je pense que la confiance peut revenir. Voilà ma méthode, mais je le répète, il faudra que le déclic vienne et ce sera tout l'enjeu des prochaines campagnes et des prochains mois. Monsieur le Premier ministre, encore une question.
Monsieur Juppé, bonjour. Et à mon tour de vous remercier de votre présence. Je vous croise de temps en temps sur les bords du lac d'Hossegor. Je suis médecin généraliste. C'est presque aussi beau que la Baule. Voilà. Je suis président de l'URPS Midi-Pyrénées. Vous avez évoqué dans votre intervention l'ambulatoire. On parle aussi beaucoup du virage ambulatoire. Vous avez parlé aussi du Québec. Le Québec a fait le choix du virage ambulatoire en y mettant des moyens. Et ces moyens, il est allé les chercher dans l'hôpital public pour le donner à l'ambulatoire, pour le donner au monde de libéral. Est-ce que vous êtes prêt à ce type de choix politique fort ? Comme je vous l'ai dit, je pense que le développement de la chirurgie, de la médecine ambulatoire est une option qu'il faut développer. Nous sommes en retard, je crois que tout le monde y gagne. L'hôpital, d'une certaine manière, sûrement le patient. On est mieux chez soi qu'à l'hôpital. Hein. Et puis également les comptes de l'assurance maladie, puisque cela génère des économies substantielles. Donc il faut aller dans cette direction, et pour reprendre l'exemple du CHU de Bordeaux, qui est juste classé derrière le CHU de Toulouse, ouais, c'est pour moi une souffrance. Enfin, on essaye de rattraper chaque année. Nous sommes en troisième position. L'année dernière, c'était l'inverse. Donc nous essayons dans cette direction. Alors ça ne peut marcher, bien évidemment, pardon de dire ça en profane, hein, que si l'accompagnement du patient, retourné chez soi, est correctement assuré. Donc il faut que le parcours de soins, avant l'acte chirurgical ou médical dans l'hôpital et après, soit assuré. Et là, la médecine de ville a naturellement un rôle majeur à jouer. Elle aura le soutien, me semble-t-il, ou le support dans les années qui viennent de ce qu'on appelle l'e-santé, parce qu'on pourra mettre sur le patient retourné chez soi toutes sortes de capteurs qui permettront de suivre sa tension, etc. Mais la médecine de ville et la médecine libérale doit être pleinement impliquée dans le dispositif. Alors, est-ce qu'il faut transférer des moyens de l'hôpital public vers la médecine de ville? Moi, je suis prêt à étudier cela pour voir concrètement, est-ce que c'est des moyens humains? Je ne suis pas sûr. Est-ce que c'est des moyens techniques? Sans doute. Des moyens administratifs, peut-être. Donc, je crois que les deux ne vont pas séparément, et je suis tout prêt à approfondir cette piste. Monsieur le Premier ministre, au Québec, que vous connaissez fort bien, il y a deux caractéristiques qui sont... d'une part, les médecins ont tous le même statut, quel que soit leur lieu d'exercice, et deuxièmement, ils ont un système aussi très différencié en fonction de leur territoire. Bien sûr, leur territoire est très spécifique. Oui, ne vous y trompez pas, je parle beaucoup du Québec à propos de la médecine ambulatoire, mais je préfère me faire soigner en France. Et notamment pour trouver un médecin de ville, l'exemple du Québec n'est pas pour moi une référence. C'est un peu la galère. Patrick Bouillot, président de l'URPS de Bourgogne et aussi président du syndicat national des endocrino-diabétologues. Merci, monsieur, pour votre engagement pour la rénovation du système de santé de demain. Je pense que ce qui fait la force d'une médecine de qualité, c'est d'abord la compétence, la confiance et la proximité. Je crois que c'est vraiment trois mots qui me paraissent extrêmement importants. Et je crois que la médecine libérale ne peut pas exister s'il manque un de ces trois mots. Et si la médecine libérale est forte, c'est parce qu'on est compétent, parce que les patients nous font confiance et parce qu'on est en proximité. Vous avez parlé de la médecine de premier recours et vous avez dit que les médecins généralistes avaient une place importante à jouer, et on est tous d'accord. Et vous avez parlé aussi un petit peu de l'hôpital. On parle malheureusement très peu des médecins spécialistes libéraux, des autres médecins spécialistes en dehors de la médecine générale. La ministre de la Santé actuelle ne veut absolument pas nous entendre. Elle n'en parle pas dans sa loi santé. Et pourtant, nous savons que nous avons un rôle extrêmement important à jouer, en particulier dans le maillage du territoire. Moi, j'appartiens à une région où il y a beaucoup de ce qu'on appelle de déserts médicaux, la Nièvre, en particulier où j'exerce. Comme vous l'avez dit, avant d'être des déserts médicaux, je pense que ce sont des déserts économiques et qu'on souffre d'un problème d'aménagement du territoire qui est bien plus complexe que simplement la démographie médicale. Donc je voudrais vous demander, dans votre projet, de ne pas oublier les médecins spécialistes libéraux, et puis aussi de penser à tous ces médecins cliniciens qui continuent à exercer, je dirais, tous les jours avec un tarif de consultation qui est le même pour tout le monde, mais qui ne correspond pas du tout aujourd'hui à la pratique, avec des consultations différentes. Quand on a des patients complexes, des pathologies complexes, on a vraiment besoin d'une revalorisation de cette consultation. Donc, n'oubliez pas les spécialistes libéraux de proximité. Merci, monsieur.
Bon, je comprends qu'ils sont fortement représentés dans la salle. Sur l'acte médical, je me suis exprimé tout à l'heure dans mon discours. Je partage tout à fait votre sentiment sur l'importance, bien sûr, des médecins spécialistes. Si j'ai parlé du rôle coordinateur du médecin généraliste, c'est qu'il faut bien coordonner d'autres responsables, et en particulier les médecins spécialistes. Sur les déserts médicaux, bon, j'ai indiqué qu'effectivement, il fallait d'abord éviter qu'il y ait des déserts tout court, des déserts économiques, parce que je ne sais plus qui m'a dit, s'il n'y a pas de poissons, on ne trouvera pas de pêcheurs pour y aller. Moi, je suis tout à fait hostile aux mesures contraignantes, pour dire, voilà, il faut que tel médecin s'installe à tel endroit. Je pense que c'est en exacte contradiction avec les principes même de la médecine libérale. Il faut simplement créer des dispositifs qui permettent je pense que parmi ces dispositifs, mais c'est une idée que je soumets à la discussion, des modes plus collectifs d'exercice de vos métiers sont une réponse. Et quand on se retrouve à plusieurs professionnels de santé, y compris des professionnels paramédicaux, eh bien, tout le monde y trouve son intérêt. Le patient qui a là un ensemble de services et de soins bien développés, et puis les professionnels qui peuvent gérer leur temps ou leur métier de façon beaucoup plus souple. Donc je pense que là aussi, c'est une direction qu'il faut accélérer avec le concours des collectivités territoriales, des communes, des communautés de communes qui doivent s'investir dans cette politique, tout même que les départements et les régions. Monsieur le Premier ministre, vous avez parlé un peu rapidement d'une réforme de l'assurance maladie. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le financement de la santé? Est-ce qu'il faut qu'il continue à porter beaucoup sur le travail? Est-ce que vous voulez augmenter la fiscalisation? La part entre l'assurance maladie obligatoire, la part entre l'assurance maladie complémentaire. Quelle est votre vision du financement de la santé et du système de soins? C'est un sujet que je vous propose d'approfondir. Voilà. Je suis attaché au financement collectif de notre protection sociale, par des prélèvements sous forme de cotisation qui redistribuent les choses. Je ne crois pas à la privatisation du financement que certains évoquent, parce que je l'ai dit, ça nous promet une médecine à deux vitesses que personne ne veut dans notre pays. Voilà, donc il faut regarder de façon plus précise ces modalités de financement. Moi, je ne suis pas favorable, je le dis tout de suite, à la fusion de l'impôt sur le revenu et du CRDS, qui finance en grande partie la sécurité sociale, parce que ça se fera au détriment des classes moyennes, à l'évidence, avec une nouvelle progressivité qui sera très pénalisante. Donc il faut réfléchir à ces questions. Il faut augmenter un peu la CSG quand même. J'ai parlé de la CSG, pardon, j'ai dit le CRDS, parce que c'est un vieux souvenir. La CSG. Oui, de façon générale, en matière de fiscalité, je vois qu'on nous promet de baisser les impôts. Comment? En exonérant de plus en plus de Français de toute fiscalité. Je pense que ça n'est pas une bonne direction. Il s'agit évidemment de répartir l'impôt équitablement et justement. Il est normal que ceux qui ont plus payent plus, proportionnellement ou progressivement. En revanche, exonérer la moitié des Français, comme on est en train de le faire aujourd'hui de l'impôt sur le revenu, c'est les déresponsabiliser. Je le vois même au niveau de la fiscalité locale. Aujourd'hui, par le jeu des abattements divers et variés, un contribuable sur deux ou un foyer fiscal sur deux ne paye pas d'impôt. Donc je crois que pour faire participer chacun à l'effort collectif, il est bon d'avoir une participation, fût-elle modeste. Donc je ne poursuivrai pas dans ce sens du rétrécissement du nombre de contribuables. Eh bien, merci beaucoup. Il nous reste à vous remercier une nouvelle fois au nom de la CNURPS et de tous les médecins ici présents dans la salle de votre présence. Merci. On m'avait promis une matinée chaude, elle l'a été, mais dans un sens positif. Donc je peux maintenant aborder une autre étape de ma journée qui, elle aussi, sera chaude. Merci. Bon courage.